Bonjour. J'aimerais savoir s'il existe des études concernant le début de la journée scolaire à 7h55, à 8h20, etc. Alors je vais commencer. Donc effectivement, il y a des études, parce que c'est un peu la logique par rapport à ce que j'ai présenté, qui disent surtout en fin de collège, voire au lycée, est-ce que ça ne serait pas intéressant de décaler les horaires de début d'école? Effectivement, sur les projets pilotes, ça a eu des résultats extrêmement intéressants, à la fois en termes d'absentéisme, mais aussi du bien-être des adolescents. Donc la symptomatologie anxieuse, dépressive, mais aussi des réussites scolaires. Donc il y a à l'étranger, il y a eu des études comme ça, mais aussi en France plus récemment, et je vais passer la parole à Stéphanie Mazza qui a mené ce type d'études. Donc effectivement, avec le conseil scientifique, on a mené une étude pilote dans un établissement pour essayer de voir si le décalage de prise de cours chez des adolescents avait un bénéfice sur leur temps de sommeil et sur leur performance cognitive. Donc on est en train d'analyser les données. On a effectivement un effet significatif du décalage des heures de cours sur le temps de sommeil des adolescents. Donc on a réussi à décaler les horaires de cours d'1 heure et on leur fait gagner environ 20 minutes de sommeil pendant ce décalage. Et c'est une étude, vraiment un essai randomisé. Donc on a des effets probants, mais sur très peu d'élèves. Simplement pour vous dire que de mettre en place ce genre d'expérimentation, c'est extrêmement complexe, parce que la gestion des emplois du temps au collège, ça m'a l'air d'être une machinerie incroyable. Je ne sais pas s'il y a des directeurs d'établissement. Je vois des gens qui hochent la tête, donc je pense que je ne me trompe pas. Donc c'est extrêmement complexe. Et il faut aussi bien prendre en considération que même si nous avons des données scientifiques qui nous montrent l'importance de décaler ces horaires chez les adolescents, c'est quelque chose qui est difficilement implantable d'un point de vue implémentable, d'un point de vue sociétal, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on permette aux adolescents d'aller dans leurs établissements 1 heure plus tard, et donc c'est toute la cellule familiale qu'il va falloir également changer. Donc voilà, on travaille dans ce sens-là, mais on sait que ça va être difficile à mettre en œuvre. Donc dans un premier temps, on évalue avec des méthodologies fortes et fiables, et une fois qu'on aura ces résultats-là, on pourra en rediscuter. Bonjour, d'abord je tenais à saluer la qualité des intervenants. Quand on parle de la santé mentale, on parle de la science, ce que dit la science, et c'est très 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 intéressant, je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, j'ai une question, est-ce qu'on est vraiment prêt à l'éducation nationale d'adopter ces démarches scientifiques? Parce que concrètement, on sait qu'il y a des dotations inégales en fonction des territoires. Il y a des établissements qui n'ont pas d'infirmière, il y a des établissements où il n'y a pas d'assistante sociale, où il n'y a pas de psy-EN, il y a des établissements où il y a un CPE pour 1500 élèves. Bon, là, c'est vrai que j'ai un petit peu exagéré sur ça. Mais concrètement, comment on fait? En plus de la question de la formation, c'est-à-dire avec les collègues de bonne volonté, on a quand même il y a un cadre, il y a un système, il y a ce qu'on appelle le collège unique. Donc il y a à la fois des élèves à besoins particuliers, mais enfin, chaque adolescent est unique. Donc moi je suis CPE dans un collège, quelqu'un qui a besoin de dormir à 13h30, le professeur me le renvoie, je ne peux pas lui dire que c'est normal parce qu'il est différent. Donc voilà, c'est une question, j'imagine que c'est simple pour personne, mais je tenais à soulever ce point. C'est pas vraiment une question, de fait, c'est un commentaire. Et vous le notez, ce commentaire, il est partagé par beaucoup, et il est partagé aussi par toutes les personnes qui ont été mobilisées pour faire cette conférence. Et je pense que c'est le pourquoi on a réalisé cette conférence, c'était justement pour aller un petit peu plus loin et travailler ensemble, et de vous dire que on a l'impression que ça marche, parce que, comme je vous le disais, on a réussi à se coordonner, Conseil scientifique de l'éducation nationale, ministère de l'éducation nationale, ministère de la Santé, autour de cette journée. Donc on est optimiste. C'est pas nous qui allons trouver des moyens, ça va de soi, mais par contre on est optimiste, et je suis ravie de voir combien vous êtes dans cette salle et combien de personnes sont connectées, et je pense que c'est véritablement ces regards croisés, c'est ce que Madame la Ministre a dit lors de son introduction, c'est ces regards croisés qui vont nous faire évoluer. Donc on commence par travailler ensemble sur les données probantes et les données scientifiques, et maintenant il va falloir donner une suite à cette journée, et effectivement c'est peut-être plutôt les politiques qui vont nous aider à le faire. Merci pour votre commentaire. Pardon, sinon j'avais une question également. À propos de la sieste, ou du moment de non-activité, on va dire, en collège, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Est-ce qu'il y a des expériences qui sont menées
On a dans certains établissements mis en place des lieux de repos avec possibilité pour les élèves de s'allonger. On a l'impression que ça a des répercussions positives, mais on fait face à toute la vision des enseignants qui est quand ils sont allongés, ils perdent leur temps. Alors, c'est une très bonne question. Alors, au niveau scientifique, déjà, il y a eu beaucoup moins d'études sur ça. Et on peut quand même aussi se questionner sur la pertinence. Alors, on a bien entendu, pour les jeunes enfants, c'est absolument essentiel de faire la sieste. Et il n'y a pas de fin abrupte. C'est-à-dire, ce n'est pas physiologique que tous les enfants doivent faire la sieste en petite section et aucun ne doit plus faire la sieste en moyenne section. Donc là, on veut introduire plus de flexibilité. Ça, c'est aussi un des projets qui est en cours. Maintenant, normalement, pour la grande majorité de la population, ça se stabilise quand même sur un sommeil dit monophasique à la grande enfance et à l'adolescence. Et au collège, c'est un peu plus risqué d'introduire une sieste. Pourquoi ? Parce que ça pourrait aussi encourager les adolescents, effectivement, de se coucher très, très tardivement. Il y a la question des écrans, je ne l'ai exprès pas abordée parce que c'est tout un champ de recherche, bien sûr, intéressant. Et récupérer ça avec une sieste, finalement, à l'école. Et ça, on sait que ce n'est pas à ce moment-là une bonne idée parce que ça va aggraver davantage le décalage de phase. Donc je pense qu'à la fois il nous manque des études certainement sur ça, mais même au niveau, je dirais, de la physiologie, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Je pense que c'est plus intéressant de décaler le début des horaires de cours que de réintroduire une sieste, mais encore une fois sous réserve des données que nous avons à l'heure actuelle. Merci de prendre ma question. J'avais juste besoin de clarification sur ce que vous appelez le vécu scolaire. La façon dont vous le mesurez, quels sont les indicateurs et quelles seraient les pistes pour améliorer ce vécu scolaire qui est à la fois un constat et une conséquence. Enfin, c'est dans quelle mesure la bienveillance également de l'institution et des personnels d'éducation nationale s'articule avec ce vécu scolaire. Merci. Alors, sur la question. Sur la question du vécu scolaire, c'est basé essentiellement sur des questionnaires qui screenent un certain nombre de situations sur lesquelles l'étudiant est en train de répondre et de cocher. Après, je pense que ce qui est intéressant, au-delà de la mesure entre guillemets donc, du vécu scolaire, c'est les applications et qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, je pense qu'il faut être incitatif et co-constructif. Et je pense qu'il y a une marge de manœuvre importante dans entre guillemets des groupes de travail dans lesquels les enseignants et leurs élèves pourraient peut-être effectivement donc travailler ensemble sur comment améliorer, peut-être en tout cas avoir des pistes de réflexion sur des améliorations possibles en termes. Alors, est-ce que c'est des aménagements des espaces? Est-ce que c'est des rythmes effectivement donc des apprentissages? Est-ce que c'est la charge aussi des apprentissages entre le matin où je suis peut-être encore un peu dans les limbes, où j'ai pas une grande attention versus des apprentissages plutôt en fin de journée où j'aurais peut-être une meilleure attention? Il y a la question du rapport au corps, ça a été dit par Mme Kathleen, c'est comment on peut aussi bigarrer la question du cognitif avec la question aussi du corps. Le corps peut aider aussi à se régénérer, à se réparer. Donc, comment on peut utiliser aussi l'espace de cours de physique, enfin les profs, EPS, voilà, je cherchais le terme, pour savoir quel est peut-être le meilleur moment dans la journée pour pouvoir l'utiliser. Parce que, comme l'a très bien dit effectivement Carmen, le cerveau il travaille toujours de nuit comme de jour et qu'il y a plein de choses qui peuvent aussi parfois donner une forme de respiration à notre appareil cognitif pour peut-être mieux exploiter ses ressources. Dans ma dernière diapo, j'ai mis créer des espaces de vie. C'est vraiment pour que les enfants puissent parler de leur vécu à l'école, mais que les enseignants puissent les écouter et qu'ils puissent parler eux aussi de comment les adultes vivent à l'école. Je pense qu'il y a un effet de miroir entre le groupe des enfants et le groupe des adultes. Et je pense que justement, c'est ce dialogue qui manque un peu. On est dans une société qui est en plein changement, en plein bouleversement. On fait des études, on essaye, mais je crois que ce qui est encore mieux, c'est d'arriver à se parler, à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait déjà s'entendre. Parce que ce qui est important pour les enfants, c'est qu'ils soient entendus, et deux, qu'ils aient le sentiment que les adultes les écoutent et les guident. Parce que ce qui est compliqué pour les enfants actuellement, ils ont l'impression, avec l'histoire des réseaux sociaux, Internet, etc., qu'ils en savent presque plus que leurs parents et que du coup, les parents ne peuvent plus les guider, qu'ils sont en avance par rapport à eux. Et il y a un vrai sentiment de finalement, ils ne comprennent plus rien au monde, donc ils ne peuvent pas nous l'expliquer. Et je pense que parler de ce vécu avec les enfants, les écouter, et que les adultes, du coup, réfléchissent aussi à leur vécu, comment ils traitent
Les enfants, comment ils traitent la question, ça a été dit tout à l'heure, ah ben une chaise, ça sert à rien. Voilà. Comment ils parlent aussi aux enfants avec les représentations qu'ils ont. Et je milite beaucoup aussi pour que les adultes puissent avoir des groupes de réflexion, de travail. On n'accompagne pas suffisamment les enseignants. On a fait, je cite encore Brigitte qui est là, mais voilà, on a travaillé un petit peu ensemble sur ce sujet. Donc on a fait sur l'Académie de Poitiers, enfin dans la Vienne plus exactement, on a fait des expériences où on a pu accompagner les enseignants comme ça sur 2-3 ans, sur des modules, et ça change tout, et dans leur vocation, parce que c'était souvent des enseignants qui étaient formidables, avec un idéal de leur fonction, mais qui étaient prêts à démissionner parce qu'ils n'en pouvaient plus des conditions dans lesquelles ils enseignaient. Donc ça a permis à ces enseignants de rester, et on en a besoin. Et ça leur a permis d'être de meilleurs enseignants à l'égard de leurs élèves. Donc c'est tout bénef. En médecine, on connaît les groupes Balind, par exemple, où donc ce sont des pères qui discutent entre eux sur les patients difficiles qu'ils ont ou les choses qu'ils peuvent. Et je trouve que ça manque aussi. Enfin, moi, l'expérience que j'ai de mon travail avec l'éducation nationale pendant 43 ans, c'est la place du corps et de l'accompagnement des enseignants. C'est vraiment des choses qu'il faut absolument développer. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on peut finalement accompagner les adolescents? Mais toutes les générations d'adolescents, que ce soit votre adolescence, mon adolescence, etc., toutes les générations d'adolescents sont là pour attirer l'attention des adultes sur ce qui ne va pas dans la société. C'est le rôle de chaque génération d'adolescents, à chaque fois. Et donc là, ils nous disent, attention, on ne va pas bien. Occupez-vous de nous. C'est pas les gènes qui ont changé, c'est pas etc. Mais occupez-vous de nous. Si on les écoute pas, on va avoir une société après qui va vraiment pas aller bien. Et c'est notre responsabilité. Il faut qu'on arrive à s'entendre et à mettre sous le tapis un peu toutes les choses qui ne vont pas s'accuser mutuellement. Ça va pas nous mener loin. Voilà. Et je pense qu'il faut au contraire emmener les parents aussi avec les enseignants, ça aussi c'est peut-être la troisième chose qui manque. Le corps, accompagner les enseignants et travailler avec les parents. Si on arrive à faire ça, à mon avis, on a une structure qui peut permettre d'éponger en partie le mal-être des adolescents. Puis, quatrième, c'est peut-être limiter en effet les réseaux sociaux qui sont terriblement anxiogènes quand même. Voilà. On a beaucoup discuté entre nous quand on a mis en place cette journée parce qu'on s'est centré sur le bien-être des enfants et des adolescents. Et pourtant, on est bien conscient que ça ne peut passer que par le bien-être des adultes également. Mais sur une journée, on peut hélas pas tout investir. Donc on a fait ce choix-là, mais je pense qu'on pourrait reproduire une journée similaire sur le bien-être des adultes et des accompagnants en faveur du bien-être des enfants. Donc si on n'en parle que dans nos discussions aujourd'hui, c'est pas qu'on écarte ce facteur-là, bien au contraire, mais c'est qu'on était obligé de se centrer sur nos propos.